citoyenne. Juliette Kamde. Bonjour, bienvenue à tous dans cette édition. Développer une industrie du textile et de l'habillement au Togo. Le sujet a été pour la deuxième fois discuté en Conseil des ministres hier. Le compte rendu des travaux dans ce journal. Une large partie du journal est consacrée à la rentrée scolaire. Il sera question du programme des élèves en seconde, de l'ambiance dans les gares routières pour les départs et retours des vacanciers, entre autres. À Madagascar, le Bureau indépendant anticorruption a présenté hier son bilan de l'année 2021. Collectivités décentralisées, justice, foncier, gendarmerie, éducation ou encore environnement font partie des secteurs les plus exposés au fléau sur la grande île. Invité du journal, Poro Katanga, ancien directeur régional de l'éducation et député à l'Assemblée nationale, nous entretiendra sur comment bien réussir une année scolaire. Les autres rendez-vous de ce magazine pluriel, les sports, les échos du palais et la revue de presse. Comment rendre attractif le Togo pour des investisseurs et développer une véritable industrie du textile et de l'habillement au Togo? C'est l'un des sujets discutés hier en Conseil des ministres à Lomé. Le point des travaux du Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe, avec le porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Aïwadan, ministre de la Communication et des Médias. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné en deuxième lecture le projet de décret portant approbation du document de politique de l'industrie du textile et de l'habillement du Togo 2020-2030. Cette politique met l'accent sur le renforcement des maillons filature, tissage, tricotage et confection et prévoit des mesures incitatives et innovantes, notamment fiscales, sociales et environnementales, pour l'attraction des investisseurs et le développement durable de l'industrie du textile et de l'habillement. S'inscrivant dans la vision développée par la feuille de route gouvernementale, elle permettra de renforcer l'attractivité de notre pays auprès des investisseurs afin de transformer au Togo le coton produit dans notre pays. Le Conseil a ensuite examiné en première lecture le projet de décret portant cadre général d'organisation de l'assurance qualité dans les établissements d'enseignement supérieur, centres ou organismes de recherche et d'innovation. L'étude de ce texte sera poursuivie lors d'une prochaine session du Conseil des ministres. Au titre des communications, le Conseil a écouté une communication relative à la création de l'école polytechnique de Lomé, présentée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'école polytechnique de Lomé, EPL, est une fusion de l'École nationale supérieure d'ingénieurs, ENSI, et du Centre informatique et de calcul, CIC, dans le respect des exigences et standards internationaux des grandes écoles d'ingénieurs. Elle a pour mission d'offrir des formations dans les parcours licence professionnelle, master ingénieur et doctorat, ainsi que des doubles diplômes master ingénieur et docteur ingénieur avec des partenaires internationaux. Cette fusion permet d'intégrer dans une structure cohérente et sous une même gouvernance différentes branches techniques de formation d'ingénieurs de terrain à différents grades pour les besoins de développement industriel de notre pays en vue de contribuer à l'économie de la connaissance au niveau national et de jouer le rôle de levier pour le développement industriel du Togo. Le Conseil a ensuite écouté une deuxième communication relative à la visite d'amitié et de travail des ministres burkinabés chargés des transports et du commerce à Lomé, présentée par le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires. Cette visite d'une délégation ministérielle burkinabé, qui s'est tenue à Lomé du 31 août au 2 septembre 2022,
s'inscrit dans le cadre du maintien de la compétitivité et de l'attractivité du corridor togolais, conformément à la feuille de route gouvernementale 2020-2025, à travers l'ambition visant à affirmer la place du Togo en tant que hub logistique et de services. Le Conseil a félicité les deux parties pour la qualité des échanges et les a encouragés à les poursuivre dans l'intérêt du renforcement de l'intégration régionale et d'une prospérité des deux pays. Le Conseil a écouté une dernière communication relative au 5e recensement général de la population et de l'habitat au Togo, présentée par le ministre conseiller du président de la République. La présente communication a pour objet de rendre compte au Conseil du processus de l'avancement des activités du 5e recensement général de la population et de l'habitat, RGPH5, en cours après celui de 2010. La phase de dénombrement de la population se tiendra du 23 octobre 2022 au 12 novembre 2022 sur toute l'étendue du territoire. Elle permettra de collecter les données indispensables pour la planification et le suivi-évaluation des politiques, programmes et projets de développement dans notre pays. Le Conseil a félicité l'ensemble des parties prenantes et a encouragé la population à adhérer massivement aux opérations qui seront lancées dans ce cadre. Au titre des divers, le Conseil a entendu un compte-rendu du ministre chargé des enseignements primaires et secondaires relatif à la préparation de la rentrée scolaire 2022-2023. Ce compte-rendu fait état du bon déroulement de la rentrée pédagogique qui a été effective le 19 septembre 2022, en prélude à la rentrée académique prévue le lundi 26 septembre 2022. Par ailleurs, en vue de continuer à répondre aux enjeux de renforcement des effectifs, les résultats du concours de recrutement des enseignants ont été proclamés. Ainsi, plus de 3000 enseignants supplémentaires viendront renforcer les équipes dès la rentrée. Enfin, des instructions ont été réitérées afin que les mesures de protection du pouvoir d'achat prises récemment par le chef de l'État, son Excellence, M. Faure Essozi Mnanya Singbe, soient effectives pour renforcer le climat de sérénité qui prévaut dans le secteur. Le Conseil a saisi cette occasion pour adresser ses encouragements à l'ensemble de la communauté éducative, parents, enseignants, élèves, pour leur résilience et leur souhaiter une bonne rentrée scolaire. Fait à Lomé, le 23 septembre 2022, le Conseil des ministres. À l'issue du Conseil, le porte-parole Akoda Iwadan est revenu sur certains sujets au cours d'un point de presse. Le recensement général de la population et de l'habitat est un processus au long cours. C'est un processus qui aboutit chaque 10 ans en réalité. C'est la norme. Et le dernier dans notre pays date de 2010. Et pour pouvoir enclencher le processus, il y a différentes étapes qui sont suivies. La mise en place organisationnelle et fonctionnelle, il y a la réalisation d'une cartographie censitaire, un échantillon de recensement qui est réalisé, le recensement en lui-même, l'étude des résultats et ensuite la publication des résultats. Aujourd'hui, dans le cadre de ce recensement général de la population et de l'habitat, le 5e du genre pour notre pays, il y a déjà eu toutes ces étapes qui ont été réalisées. Dans chaque chef-lieu de préfecture, il y a des organes de recensement présidés par les préfets ou les maires en fonction. Il y a eu l'élaboration des outils méthodologiques pour pouvoir procéder de façon efficace au recensement parce que vous savez, contexte géographique ou géomorphologique ne sont pas les mêmes partout. Il y a des questions de relief, des questions de climat, etc. qu'il faut intégrer. Les outils même informatiques pour pouvoir opérer le recensement ont déjà été testés sur le terrain et il y a déjà eu une première phase de recensement qui a consisté notamment à identifier les infrastructures de base, etc. Ce qui nous permet d'avoir un système d'information géographique. Et il y aura la phase de dénombrement, celle-là qui consistera à recenser à proprement parler les individus. La communication qui a été faite en Conseil des ministres intervient pile à 1 mois du recensement. Donc les organes qui pilotent ce recensement considèrent aujourd'hui que 1 mois, c'est le délai idéal pour pouvoir organiser de façon efficace la communication sur le dénombrement à venir.
Donc, dès les jours à venir, vous allez voir sur les différents médias des messages ou des visuels qui vont inviter encore massivement les populations à aller se faire recenser. Et ici, ces éléments de recensement ont un objet. Recenser dans notre pays nous permet de savoir déjà combien on est, où nous vivons, comment nous vivons, parce que ce ne sont pas exclusivement les individus qui sont recensés. On récolte également des données socio-démographiques, on récolte également des données infrastructurelles qui permettent justement d'ajuster les politiques publiques. Ces résultats sont des outils de planification. Et le plan d'urgence pour la résilience dans la région des savanes, un plan qui a été mis en place justement de façon urgente, a eu recours aux données des différents recensements précédents pour pouvoir être étalonnés dans le temps et opérationnalisés. Donc, ces différents éléments qui sont retirés des recensements sont des outils très importants de planification et de déploiement des politiques publiques. Le porte-parole du gouvernement à Korda-Iwadan a également évoqué les dispositions prises par le gouvernement pour une année 2022-2023 apaisée et réussie. Nos petits frères et nos petites sœurs d'ailleurs vont reprendre le chemin de l'école pour une nouvelle année scolaire que nous leur souhaitons fructueuse, paisible. Le gouvernement met les moyens en œuvre pour que l'année scolaire soit la plus sereine possible. Aujourd'hui, nous sommes dans une trêve sociale, si l'on veut parler des acteurs du secteur de l'éducation, et le gouvernement fait en sorte, à travers le Conseil national du dialogue social, que le contact soit maintenu entre les différents syndicats et le gouvernement. Il y a des instructions dans ce sens-là pour que les discussions se poursuivent. Le gouvernement continue également, on l'a vu, le corps enseignant a été renforcé à plus de 3000 enseignants. Et cet effort-là va continuer. Les enseignants ont eu une rentrée pédagogique pour pouvoir préparer la rentrée et accueillir au mieux les élèves. Donc aujourd'hui, on peut considérer que nous sommes dans une tendance où la recherche de la sérénité de part et d'autre, enfin une année scolaire apaisée pour tout le monde, est le maître mot des uns et des autres. Il est sûr que pendant la rentrée, il va y avoir quelques dysfonctionnements de type structurel, des élèves qui vont rencontrer des difficultés, des enseignants qui vont rencontrer des difficultés, mais les mesures sont prises d'ores et déjà en amont pour pouvoir répondre à ces difficultés. Donc au total, le gouvernement rassure les parents d'élèves, les enseignants et tous les acteurs du secteur de l'éducation que le dialogue reste la clé. Les dysfonctionnements qui pourraient apparaître doivent faire l'objet de discussions pour que des solutions collectives et concertées puissent se trouver. Les journées nationales des sports ont été officiellement lancées ce matin au stade de Kégué à Lomé. Cette initiative est la consécration de la décision prise en Conseil des ministres. La vision du président de la République est de créer un cadre de vie sain pour les populations, a déclaré Madame le Premier ministre Victoire Tomiga Dobé en lançant ce premier numéro au stade de Kégué. L'appel du gouvernement rencontre un fort engouement au niveau de toute la population togolaise. Et je voudrais féliciter toutes les équipes. Je voudrais donc former le vœu que ces journées nationales de sport puissent être des opportunités pour nous tous, pour échanger avec nos frères et sœurs, nous découvrir les uns les autres et surtout faire en sorte que ces journées puissent renforcer la cohésion sociale, le mieux-être de nos populations. Ceci est le socle de la feuille de route gouvernementale qui veut qu'il y ait plus d'inclusion dans notre pays, qu'il y ait plus de richesses à créer et à partager au sein de notre population. Et je voudrais donc inviter chacun d'entre nous à faire de cette activité une activité propre. Quand nous le faisons continuellement, ça améliore la qualité de notre vie, la cohésion sociale dans notre pays et surtout, ça fera en sorte que nous allons mieux découvrir l'autre pour nous permettre ensemble de continuer par construire un pays de paix, un pays où il fait bien vivre pour tous. Profiter de ces journées pour rendre notre environnement encore plus sain, le protéger en continuant par faire le reboisement. Sur ces mots, je voudrais donc déclarer lancer les journées nationales de sport au Togo.
Être en bonne santé et résilient pour accompagner le président de la République dans sa feuille de route gouvernementale. Un message du ministre des Sports, Madame Lydie Bessi-Kama. Lors du Conseil des ministres du 25 août 2022, le gouvernement a institué les journées nationales du sport dont le but est d'inciter les concitoyens à la pratique régulière des activités physiques et sportives, gage d'un meilleur état de santé. Je voudrais rendre un vibrant hommage au chef de l'État, son Excellence M. Faure et Sozina Gnassingbé, pour avoir autorisé et accompagné cette initiative. Le Togo a besoin de chacun de ses filles et de ses fils pour bâtir la cité, comme nous le rappelle notre hymne national. Et pour cela, nous devons être tous en bonne santé et résilients pour accompagner la politique du chef de l'État exprimée dans la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Le Premier ministre et de nombreuses personnalités ont fait le tour du stade de Kégué en marche. Les sensibilisations sur l'importance des sports et la lutte contre les maladies non transmissibles ont marqué cet événement. Les populations de la commune du Golfe 6 ont observé eux aussi le lancement de ces journées à Baguida à travers un marathon. Reportage Aimé Sougliman. Vêtus de tenues sportives du rouge au blanc, en passant par le jaune et noir, les participants à ce marathon ont pris point de départ la mairie centrale pour la nationale numéro 2, côté gauche, et dépassé le monument de Baguida avant de faire corner au niveau de l'artère principale de la ville. Chantant et jouant des tambours, ils ont eu comme point de chute le lycée Baguida. Là, après un tour de terrain de marche, place aux exercices physiques. Exercices physiques qu'ont aimé les marathoniens. J'ai aimé la participation, surtout des mamans et des papas qui sont venus ce matin courir avec nous. On a l'habitude de le faire chaque samedi. On sort de la maison et on essaie de courir au niveau de la rue. D'habitude, moi-même, j'organise à aller du sport, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'aller. Je suis très fière d'avoir participé. L'activité sportive a été toujours un atout qui fait du bien. Ça m'a beaucoup fait plaisir. Ça fait plaisir, cependant le maire de la commune du Golfe 6, Kofi Dagbovi, regrette la modeste participation. Je ne suis pas satisfait. D'abord, à partir du conseil municipal, sur 19 que nous sommes, il n'y a que 6 qui ont observé le mot d'ordre, ce qui est inadmissible. Ce que le gouvernement nous demande, ça va dans notre intérêt. Ce n'est pas dans l'intérêt du gouvernement. Et sur ce, je demande à ce que tout le monde puisse rentrer dans les rangs. Le public a promis être en grand nombre au prochain rando. Gala de football, toujours ce samedi sur le terrain du lycée d'Agoué, une initiative des jeunes unir du Grand Lomé en soutien aux forces de l'ordre et de sécurité pour le travail qu'ils font dans le cadre de la lutte contre les groupes armés. « 1033 candidats composent en ce moment à l'École nationale de formation sociale à Lomé. La ministre en charge de l'action sociale a fait un tour dans le centre décrit. Hortense Djoua. Le ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation à Dioville-Lognon, à Pédo Anakoma, est allé apporter son soutien aux candidats. Nous avons voulu nous assurer que les conditions du démarrage effectif du concours d'entrée à l'École nationale de formation sociale sont optimales. Le message que j'ai donné aux candidats, c'est un message de soutien, d'encouragement. Nous les avons conviés à plus de concentration et à donner le meilleur d'eux pour pouvoir faire partie des 100 que nous aurons à retenir pour l'école. L'École nationale de formation sociale forme les étudiants en cycle 1 et cycle 2. Retrouvons Madame le ministre. Nous avons deux catégories d'étudiants. Il y a des étudiants qui rentrent à l'école avec le niveau BPC
qui passent 3 ans pour sortir à la fin avec un diplôme d'agent de promotion sociale. Et ça, c'est ce que nous appelons le cycle 1 de cette école. Et pour le cycle 2, nous avons des étudiants qui rentrent avec le diplôme du bac 2, qui font 3 ans et qui sont à la fin de ces 3 ans des cadres supérieurs en développement social. Et pour ce cycle 2, il y a l'option assistance sociale, option éducation spécialisée et option cadre supérieur en développement participatif. Les 1033 candidats composent en français et en culture générale pour 100 places disponibles. Hortense Djoua, ce concours intervient à quelques heures de la rentrée scolaire. Après donc des mois de vacances, les élèves reprennent lundi le chemin des classes. Ceux qui ont voyagé retrouvent progressivement leur lieu de résidence. Gabriel Aïna a fait le tour des gares routières et sociétés de transport de Kara pour constater les départs, mais aussi les retours des voyageurs. Voici son reportage. L'ambiance reste la même que ce soit dans les gares routières ou dans les gares des sociétés de transport comme ici à Etra. Rachidatou Chiaga Umoru, 14 ans, qui passe en classe de seconde, et son frère Luc, qui, lui, à 10 ans, passe en classe de 6e. Tous deux retournent à Lomé après les vacances à Kara. J'étais à Lomé, je suis venue pour les vacances. Maintenant, je suis en train de partir pour continuer mes études. Les vacances se sont très bien passées. Kara, c'était bon. On s'est très bien amusé. On a beaucoup appris. Je ne suis pas contente de partir. Tout comme les apprenants, la plupart des parents rencontrés estiment ne pas pouvoir oublier si vite ces bons moments passés avec leurs enfants, comme le souligne ce papa. Leur présence m'a beaucoup arrangé. Puisque avec eux là, il y a moins de dépenses. Mais quand tu es seul, tu dépends, tu dois sortir, aller manger, revenir. Mais quand ils sont là, ils font la cuisine à la maison, c'est moins de dépenses quoi. C'est joli de vivre avec les enfants. Leur maman n'est pas ici, je serai seul, c'est pas bon. Pendant que certains parents sont soucieux dans les gares à cause du départ de leurs enfants, d'autres sont contents de retrouver leurs apprenants. Tout compte fait, entre ces joies et inquiétudes des parents, ce sont les chauffeurs et responsables de sociétés de transport qui profitent de la situation. Mouzou Ibrahim, chef gare et Trab Kara. Il y a beaucoup de mouvements avec le déplacement des élèves par rapport au mouvement antérieur. Ce n'est pas la même chose. Il y a vraiment une différence. Quand on est à Angouma, on doit multiplier les bus. Nous, notre souhait, départ comme arriver sain et sauf, dans de bonnes conditions. Fini donc les vacances, place à présent aux cours, surtout que les enseignants et leurs responsables ont tenu leur entrée administrative et pédagogique. Fructueuse année scolaire à toutes et à tous. De Kara, Gabriel Aïna pour Radio Lomé. Gabriel, les couturières et les tailleurs sont parmi ceux qui sont très occupés ces moments. Seulement à quelques mois de la reprise des cours, ils reçoivent des commandes de tenues scolaires. Quelle ambiance règne là-bas également sur les lieux de travail des tailleurs et des couturières? Nous vous proposons ce reportage de Hélène Assabi. Nous sommes dans un atelier de couture à Nyekonakboué. Prince, le responsable des lieux, va passer la nuit à travailler pour satisfaire ses clients. Cette année, moi, j'ai senti que les parents ont baissé dans leurs commandes parce qu'on prenait les trucs bien avant le mois de septembre. Et là, on essayait d'être au temps pour pouvoir rendre les tenues. Mais aujourd'hui, vous-même, vous le voyez, je suis acharné au boulot et je dois veiller aussi pour pouvoir rendre les tenues. Angèle, elle aussi couturière, est venue pour faire le surfilage chez Prince. Angèle est également pressée par le temps. Les commandes sont arrivées tard, mais je vais faire tout pour livrer rapidement. Cette année, Angèle et Prince ont vu leur commande de tenue scolaire diminuer. Il y a diminution parce que les parents même se sont jetés dans un truc d'association. Les dons caritatifs là qu'on fait dans les ONG, les parents préfèrent mieux que les enfants aillent pour leur tenue là-bas. Cette année, le travail n'est pas comme ce qu'on a fait les années passées. De son côté, Martine, installée à Apesito, dit avoir eu beaucoup de commandes. Cette année, j'ai vu que j'ai un peu gagné parce que je suis proche de l'école. Présentement, je ne sais pas
jusqu'à dimanche, ça peut finir pour les donner, ils vont commencer lundi ou pas. Prince, Angèle et Martine sont d'accord sur un point. La cherté de la vie a des conséquences sur leurs activités, notamment sur la main-d'œuvre. Chez moi, le kaki, le complet est à 4 000. Même il y a des gens qui veulent encore qu'il y ait de diminution. Mais ça, c'est impossible. Excusez-moi, tout est cher, mais les enfants, s'ils doivent aller à l'école, on doit essayer de trouver, comment on appelle, un consensus pour pouvoir s'en sortir tous deux. Les parents n'ont pas d'argent. Tout est en baisse. Les commandes, c'est bon. Il y a plein de gens, mais c'est le côté d'argent. Par exemple, nous, on est en train de comparer, voir comment ils ont augmenté les prix des choses qu'on nous vend. Mais présentement, les parents ne comprennent pas. Quand un parent amène 2 ou 3 enfants, je sais comment donner son prix. Je lui donne ça en gros pour qu'au moins il trouve quelque chose aussi à gérer pour les cahiers. À l'atelier de Prince, les frais de couture d'un ensemble d'uniformes scolaires sont fixés à 4 000 francs CFA sans négociation. Martine, quant à elle, fixe les frais de la main-d'œuvre au cas par cas. La rentrée pédagogique démarrée lundi dernier va faire place à la rentrée des cours, à la reprise donc des cours. Comment obtient-on de bons résultats en fin d'année à partir de la semaine pédagogique? Les enseignants, eux aussi, se préparent. Le cahier de présence, le tableau de service, l'emploi du temps sont autant d'activités d'un censeur au lycée. Ces différentes tâches sont menées en cette semaine pédagogique qui s'achève justement. Pour comprendre comment se prépare une année scolaire dans un lycée, Marie-Claire Pagnon a échangé avec M. Touglo Kossivi. Il est censeur au lycée de Beklikame à Lomé. Monsieur le censeur, comment préparez-vous la rentrée scolaire en ce moment? Nous sommes à pied d'œuvre. Il y a des parents d'élèves qui sont là, qui sont en train de vouloir chercher la place pour les nouveaux élèves qui veulent venir dans l'établissement. Il y a aussi les élèves que l'État nous a envoyés, ceux qui ont choisi l'établissement à l'issue du concours de l'entrée en 6e et de l'entrée en seconde. Pour les élèves de seconde, ils sont en train de choisir leur série. Et pour les élèves de 6e, ils viennent pour voir leur place et prendre la liste des fournitures scolaires. Et nous sommes en train de préparer aussi les salles de classe qui vont accueillir bientôt les élèves. Puisque nous avons déjà les listes des différentes classes, donc tel élève sera dans telle classe on aura tel nombre d'élèves. Donc il faut aussi préparer les tables bancs, etc. Donc le matériel didactique, tout ce qui va avec. Les cahiers de texte, les cahiers de présence, les tableaux de service. Qu'est-ce que c'est que les cahiers de test, les tableaux de service et les cahiers de présence? Le cahier de test, c'est un cahier dans lequel tous les professeurs qui vont passer dans chaque classe, à chaque heure, vont écrire ce qu'ils ont enseigné, l'activité qu'ils ont eu à mener dans la classe. Le cahier de présence sont accompagnés par les listes de présence sur lesquelles on a les élèves de chaque classe. Lorsque le professeur rentre dans la classe, la première des choses, c'est de faire le contrôle de présence. Les tableaux de service. Au lycée comme au CEG, les professeurs ont un volume horaire déterminé. Donc, on leur a attribué des classes. Il faut faire un tableau de service et faire en sorte que 2 professeurs ne se voient pas à la même heure dans la même classe. C'est ça que j'appelle tableau de service pour les professeurs et emploi du temps pour les élèves. Donc, nous sommes en train de mettre en place tous ces éléments-là. Nous sommes en train de programmer quand est-ce qu'on pouvait faire les devoirs, les compositions. Donc, c'est un organigramme que l'administration met en place. Et lorsque les professeurs viennent, nous allons en conseil et nous leur faisons la proposition. Si les professeurs, le conseil adopte, donc on met ça en pratique. Et Payekpe en pays Gain, les festivités de la prise de la pierre sacrée ont eu lieu jeudi à Glidji. La pierre de couleur blanche immaculée cette année véhicule un message de paix et de prospérité. Des natifs Gain se sont exprimés au micro de Pacom Johnson. C'était très dur pour nous parce que nous avons laissé, on dirait en jachère, nos aïeuls. Et cette année, le gouvernement nous a autorisé à recommencer nos cérémonies. Nous disons merci au gouvernement. Donc chaque année, nous devons faire cette cérémonie pour se souvenir de nos aïeux.
Et cette année, je suis revenue au pays et je ne voulais pas rater cet événement. D'autant plus que je représente un peu mes amis de la diaspora qui cherchent à revenir en Afrique. J'espère que l'année prochaine, ils seront avec moi. Moi-même, à un moment donné, j'ai senti comme si j'étais plus ici, comme si les ancêtres étaient venus m'emmener quelque part pour m'initier, me ramener. En l'espace de quelques secondes, j'étais plus là et je savais pas où j'étais. J'ai senti ça. Alors, j'imagine ceux qui sont initiés. Donc, c'est pas n'importe quoi, c'est pas de la comédie. Je pense que c'est possible. Et Pesoso, cette année, c'était la 359e édition. La pierre était bien entendu blanche, immaculée. Quelles sont les différentes couleurs que peut prendre cette pierre et quelle signification revêt ces différentes couleurs? Nous en parlons dans ce sujet d'Aimé Sogliman. Une succession de cérémonies de libation, au cours desquelles les divinités interviennent et indiquent la pierre et sa couleur prise dans la forêt sacrée. D'abord, les types de couleurs sous lesquelles la pierre peut se présenter avec Hunlomonomo Kombiete Witch, grand prêtre et gardien de la forêt sacrée en pays Gan. Il a été transmis de père en fils et si je fais le mémoire, nous avons 4 couleurs. Il y a le blanc, il y a le bleu ciel, il y a le rouge et la couleur tachetée. Ces couleurs ont chacune une signification. Retrouvons Kombiete Witch. La couleur blanc qui signifie amour, paix et prospérité de notre terroir et du monde entier. La couleur bleu ciel qui signifie abondance et culture, la production des mers. Et la couleur rouge qui signifie le malheur qui va se battre sur le pays, par exemple les inondations, les accidents. Et la couleur tachetée qui représente le dieu de la terre que nous appelons Sapapé. Quelle que soit la couleur de la pierre, les sacrifices sont toujours recommandés pour la bonne marche de la saison et un avenir radieux pour toute fille et tout fils de la communauté Gan. Toutes nos excuses pour les sons quelque peu défectueux de ce sujet. L'actualité internationale, le sommet extraordinaire de la CEDEAO qui s'est tenu jeudi à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations unies a débouché sur des décisions. La Guinée est sanctionnée, mais progressivement. On laisse au Mali une marge de manœuvre particulièrement pour la médiation du Togo qui, selon une source, a les faveurs de toutes les parties. À Madagascar, Bianco, le bureau indépendant anticorruption, a présenté hier son bilan annuel de l'année 2021. Collectivités décentralisées, justice, foncier, gendarmerie, éducation ou encore environnement font partie des secteurs les plus exposés à la corruption sur la grande île. Dans son rapport, le Bianco recommande entre autres choses de renforcer la volonté politique au plus haut niveau, une demande de la société civile depuis de nombreuses années. L'ouragan Fiona a touché terre dans l'est du Canada tôt ce samedi dans la province de Nouvelle-Écosse avec des vents supérieurs à 144 km/h. L'annonce a été faite par le Centre national des ouragans américains. Le journal consacré en grande partie à la rentrée scolaire, c'est le dernier week-end des vacances. Les élèves reprendront le chemin de l'école lundi. Nous recevons M. Poro Katanga, ancien directeur régional de l'éducation, député à l'Assemblée nationale. Il nous parle de comment bien réussir l'année scolaire. Il est au micro de Yao Kamake. Honorable Poro Katanga, bonjour. Bonjour, monsieur. À l'occasion de cette rentrée scolaire, quel conseil pour une année académique réussie pour les élèves? Pour une année académique réussie, je dirais aux élèves 2 choses essentielles. La première, c'est d'aborder l'année avec confiance et détermination. Se dire que je vais en classe, je vais à l'école, je compte sur moi-même, je dois réussir parce que les autres ont réussi. La deuxième chose, le travail et la discipline. Le travail aussi bien à la maison qu'à l'école. Je suis à la maison, certains se disent, moi je vais à l'école samedi, dimanche, c'est seulement mes cahiers, je n'aide pas papa au champ, je n'aide pas maman au marché, je ne fais aucune tâche domestique. Non, le travail et la discipline. La discipline, c'est le respect. Et le respect, c'est aussi bien à la maison qu'à l'école. Donc si vous abordez l'année avec confiance et détermination,
travail et respect, vous ajoutez un peu de distraction, vous allez réussir. Je dis un peu de distraction parce qu'il ne faut pas que la distraction prenne le pas sur ton temps de travail et d'études. Devrait-il avoir une conduite à tenir des élèves en classe d'examen qui soit différente de ceux en classe de passage? Bon, ce sujet permettait que je parle de typologie des élèves. La typologie des élèves, c'est de se dire qu'il y a plusieurs types d'élèves. Sur le plan scolaire, par exemple, ou bien institutionnel, il y a ceux qui entrent dans la classe pour la première fois, c'est-à-dire ils sont nouveaux. Et ceux qui reprennent la classe, ça veut dire qu'ils sont redoublants. C'est pas la même posture. Ensuite, il y a des enfants qui, sur le plan social, sont issus de familles très aisées, qui ont tout à la maison et qui sont inscrits dans des écoles, je peux dire UP, donc qui ont tout. Ensuite, il y a des élèves qui socialement sont de parents à revenus moyens, donc juste l'essentiel. Il y a des élèves qui sont issus de parents pauvres où c'est difficile parfois de joindre les deux bouts. Il y a une catégorie d'élèves très organisés et qui savent ce qu'ils veulent, donc qui étudient, qui sont laborieux. Il y a des catégories d'élèves qui sont paresseux, c'est l'école missionnaire. Parfois, ils vont à l'école parce que papa et maman m'ont mis à l'école. Si je ne vais pas à la maison, j'aurai des problèmes. Il y en a qui savent ce qu'ils cherchent. Il y a une catégorie d'élèves qui ne savent vraiment pas qu'est-ce qu'ils cherchent à l'école et qui dérangent, qui conduisent les autres sur le mauvais chemin. Donc, il y a ces catégories d'élèves et par catégorie, il y a des comportements. Si je prends le cas d'un élève qui entre dans une classe pour la première fois, donc il est nouveau, il doit avec confiance et détermination se dire que je vais en classe, je commence mes compositions ou mes examens dès le premier jour, je me mets au travail. Maintenant, pour quelqu'un qui redouble la classe, la première chose, c'est de faire un bilan pour trouver quelles sont les raisons ou les motifs qui ont commandé son échec. Peut-être que je n'ai pas assez étudié, peut-être que je n'étais pas concentré à l'école, peut-être il y avait absentéisme, etc., etc. Et corriger ces insuffisances avant de démarrer l'année. Sinon, il risque d'avoir les mêmes résultats. Bien, maintenant, il y a de ces enfants, je l'ai dit tantôt, qui est dans une famille assez aisée, qui a tout. Peut-être papa et maman a beaucoup de richesses, voitures, villas et autres. Donc, il se dit que son avenir est déjà garanti. Cet enfant, il doit plutôt se mettre à l'école pour dire que ce que papa et maman ont, c'est pour eux, mais c'est pas pour moi. Parce que tout peut changer. En un mois, toutes ces richesses-là peuvent s'écrouler. Donc, il doit faire fi de cette richesse-là. Il y a certains qui pensent que, bon, moi, je suis allé à l'école, j'ai atteint la classe de 3e, seconde, terminale. Mon papa et maman ne sont même pas allés à l'école, mais ils mangent, ils ont le minimum. Pourquoi je dois me forcer? Non. Il faut se fixer un objectif. L'objectif, c'est réussir. Et surtout ceux qui sont dans une famille aisée et qui ont tout, parfois, qui vont à l'école parce qu'il faut aller. Et c'est là où se trouve le danger. Parce que lorsque les choses changent, c'est ces enfants-là qui parfois, vous les voyez, sont devenus délinquants, disent mais son papa est ceci, son papa est cela. Donc bref, il faut que chaque élève, selon la situation socio-économique dans laquelle ses parents vivent ou bien dans laquelle il est, selon qu'il est nouveau ou qu'il est redoublant, une seule chose, c'est de se mettre au travail dès le premier jour et d'étudier ses leçons, de faire comme l'examen c'est demain. Faut pas attendre qu'on dise les compositions c'est tel jour avant de se lancer. Qu'on fixe les dates des examens et à un mois d'examen, on dort la même matière du matin jusqu'à midi. Non. Donc en un mot, il faut s'organiser. Mais dès la première heure de rentrée, il faut préparer l'examen comme si c'est le lendemain qu'on le passait. Selon vous, honorable, pas vous en tant que député ni en tant qu'ancien directeur régional de l'éducation, quelle appréciation faites-vous de cette méthode qualifiée d'approche par compétence? Oui, l'approche par compétence, je crois que c'est une très bonne méthode parce qu'il est question de former un type ou un individu complet. Et la compétence vient s'opposer à la théorie. Je donne un exemple concret. Un enfant à qui vous voulez enseigner, par exemple, le poisson, comment le conserver. Vous n'allez pas toujours lui donner des cours théoriques, mais la compétence, c'est d'amener l'enfant à voir si c'est en ville, comment on met le poisson au frigo, mais si c'est en milieu rural, par exemple, comment la ménagère frit le poisson, c'est pour le conserver. Si je ne le fris pas, si je n'ai pas le frigo, comment je peux le faire? Fumer le poisson. Un autre exemple, nous parlons de l'environnement, des gaz à effet de serre, etc.
Au lieu de dire à l'enfant, voilà ce que les motos, les voitures dégagent, vous amenez l'enfant devant une moto et puis vous approchez le coton devant le tuyau d'échappement, vous allumez le moteur, il voit la noirceur que le gaz dégage. Et vous lui dites, voilà, lorsque vous respirez ce gaz, ce qui se passe dans vos poumons. Donc, il faut que l'enfant soit capable de comprendre le problème et de le régler. Parce qu'il est question de régler les problèmes de vie. Est-ce que l'enfant est capable de lire une lettre et de la traduire? Voilà un peu pourquoi cette approche par compétence, on dit bien compétence, la compétence de la vie. Et la vie, c'est une façon de régler tous les problèmes à chaque moment que Dieu fait. Je crois que c'est une très bonne approche pour que les enfants aient des compétences, parce que de ça qu'il est question dans la vie. Autre sujet sur lequel nous allons demander votre avis. Beaucoup de parents souhaiteraient que l'expérience de la journée continue soit aussi faite dans les établissements publics. Bon, la journée continue, il faut l'évaluer, ça ne se décrète pas comme ça. Vous savez, avec la Covid, par exemple, les gens ont expérimenté beaucoup de choses, les cours à distance, et ensuite les différentes méthodes d'enseignement, ou bien c'est les cours jumelés, ou bien c'est les cours par alternance, etc. Et parfois, ça réduit le nombre d'heures. Donc, je crois que pour décider d'une année scolaire, enfin, d'une période continue ou pas, il faut d'abord l'évaluer. L'évaluer pour voir quelles sont les conséquences aussi bien positives que négatives. D'abord pour l'État, pour le personnel, pour les élèves, pour les parents. C'est lorsqu'on aura fait cette évaluation pour voir est-ce que c'est plus avantageux que lorsqu'on fait la journée entière, matin et après-midi, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd, faire un peu la part des choses avant de le décider. Les nombres pléthoriques des classes de nos jours, qui se révèlent être une évidence, qui préoccupe aussi bien les gouvernants que les enseignants. À votre avis, comment un enseignant devrait-il se prendre pour un bon rendement malgré cet handicap? Merci. Les nombres pléthoriques dans les classes, c'est un indicateur qui montre qu'il y a plus de demandes que d'offres. Ça veut dire que l'État n'offre pas suffisamment les infrastructures d'accueil et aussi le personnel d'encadrement. C'est ça qui oblige dans une classe à avoir des effectifs pléthoriques. Bien, dans ces cas de figure, l'enseignant doit toujours bien faire son travail. Quand je dis bien faire son travail, ça seul suffit pour faire 10 émissions. Bien faire son travail, c'est d'abord s'actualiser et bien préparer ses cours, ensuite bien dispenser le cours et faire assez d'évaluations. Et après chaque évaluation, faire une interprétation, une analyse des résultats et puis faire une remédiation. Bien, lorsque l'effectif est pléthorique, il est difficile de faire plusieurs devoirs. Mais l'enseignant peut en compensation faire beaucoup d'interrogations écrites. À chaque chapitre, il faut faire une interrogation, une ou deux interrogations écrites. Faire aussi des interrogations orales. Amener l'enfant à comprendre qu'à tout moment, il peut être interrogé et avec valeur d'une note. Dans ces cas, lorsque vous faites beaucoup d'interrogations, ça met les enfants au travail parce que vous ne pouvez pas faire assez de devoirs. Et être assidu et surtout avoir un bon langage, se remettre toujours en cause et évaluer pour voir est-ce que sur 100 élèves que j'ai, lorsque je fais un devoir, combien ont la moyenne et pourquoi un grand nombre a ou n'a pas la moyenne. Donc se remettre en cause et en faisant de telle sorte que tous ces élèves qu'il a, qui ne disent pas bon j'ai beaucoup d'élèves, si la moitié réussit ça suffit. Non. Se dire que quel que soit leur nombre, sa mission c'est de les amener tous à la réussite. Donc, s'ils s'organisent ainsi, en donnant beaucoup plus de devoirs de maison et surtout d'interrogations écrites, parce que les devoirs de maison, il y a beaucoup qui ne le font pas ou bien qui les font faire par d'autres et puis ils ramassent. Mais quand il sait que chaque fois que tel professeur arrive là, il y a une interrogation qu'il fait et que cette note va me suivre et va étudier. Ensuite, dans ces classes pléthoriques, il faut que l'enseignant se montre intéressant pour capter l'attention de l'enfant, de manière que l'enfant soit concentré lorsqu'il est en classe. Mais si votre cours ne l'intéresse pas, il regarde dehors. Il y a des enseignants, pendant leur cours, les enfants sont là. Mais il y a d'autres, à peine ils rentrent, soit l'enfant fait autre chose, parce qu'il ne sait pas comment motiver, comment intéresser l'enfant à son cours. Honorable Poro Katanga, merci. C'est moi qui vous remercie.
4 individus accusés de tentative d'homicide volontaire ont été condamnés à des peines allant de 10 à 20 ans de prison. Écho du Palais, retour sur les faits avec Hélène Assabi. Les nommés Adjé, 27 ans, Komi, 25 ans, Komblan, 29 ans et Kofi, 27 ans, ont prévu assassiner le nommé Mazamesso dans l'exécution de leur plan d'assassinat. Ils ont invité Mazamesso à venir prendre un pot dans la nuit du 20 octobre 2011. Arrivés dans le bar, ils ont pris 2 bouteilles de bière chacun. Poursuivant leur manœuvre, ils ont demandé à leur ami Mazamesso de les accompagner chez une sœur à Adétikopé. Chemin faisant, ils ont abandonné la nation numéro 1 pour emprunter un sentier et après juste quelques mètres, l'inculpé Adjé, qui remorquait la victime, s'est arrêté et a obligé cette dernière à descendre de sa moto. À l'arrivée des 2 autres amis de la bande, Komi a sorti de la manche de sa chemise un coupe-coupe qu'il a commencé à asséner à leur victime dans le but de la décapiter. L'objectif étant d'extraire son sang et ses organes pour les vendre à un certain El Hadj alias Aladji. Mais grâce à Dieu, Mazamesso, n'étant pas mortellement touché, a réussi à s'échapper. D'autres investigations ont révélé que ce même groupe a planifié l'assassinat de la nommée Sherifa, qui n'a eu la vie sauve que grâce à l'arrivée inopinée d'une de ses camarades. Aussi bien en enquête préliminaire que pendant la phase de l'instruction, les 4 inculpés ont formellement reconnu chacun des faits à eux reprochés. Ainsi, devant la cour d'assises, Adjé a été condamné à 18 ans de prison, Komi à 20 ans, Komblan 15 ans et Kofi 10 ans de prison. Leur avocat, Maître Ferdinand Amazohoun, se dit satisfait. Les accusés ont avoué le crime, donc il ne peut pas s'agir de les innocenter. C'est de comprendre comment et pourquoi ils sont passés à l'acte et essayer avec les jurés de donner la peine la plus juste possible. Des fois, face à la gravité des faits, on a tendance à surimaginer la peine comme si c'était le plus discrétable pour faire sortir de la société. Ça n'a pas été le cas. Le procureur lui-même n'a pas été très rigoureux envers eux, c'est-à-dire qu'il a pris le minimum de la peine qui était requis. Et les jurés ont fait mieux, ils ont réduit pour certaines personnes en fonction de leur degré de participation aux faits. Principal titre à la une des journaux de cette semaine, les mesures avec application immédiate de Faure Gnassingbé pour atténuer le phénomène de vie chère au Togo. La revue de presse avec Léontine Atogima. La surprise du siècle s'exclame Symposium. Il est dans l'action et il est dans son rôle, lit-on à la une de l'Union pour la patrie qui cite le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, professeur Akodaye Wadan. Il s'agit bien évidemment des 10 plus de Faure Gnassingbé selon Nouvelle Opinion pour soulager les Togolais. L'hebdomadaire poursuit en indiquant que le phénomène de vie chère a pris des proportions inquiétantes partout dans le monde et le Togo n'est pas épargné. Et pour faire face à la cherté de la vie, le chef de l'État a pris des mesures pour alléger tant soit peu les peines des populations. Voilà les vainqueurs renchéris et affirment que ces mesures donnent le sourire aux populations. Vaut mieux tard que jamais, mentionne l'Union pour la patrie qui relate dans ses colonnes les réactions de certains Togolais qui implorent. Dans la foulée, l'initiateur a veillé personnellement à l'application effective de ces mesures annoncées, surtout le point concernant les aides aux parents d'élèves. Dans les colonnes d'écho du pays, les citoyens attendent encore plus du chef de l'État. Reconnaissant quand même que c'est un pas du numéro 1 togolais, ils estiment qu'il peut mieux faire. Le détective, du même avis, relève qu'il s'agit des mesurettes insuffisantes. L'apparition s'explique en indiquant que la population reste toujours assoiffée malgré ces batteries de mesures prises par le gouvernement, le poids de la vie chère étant très pesant sur elle. Le souhait du détective est que le chef de l'État veille à titre personnel à l'application de ces mesures afin de les faire passer de simples effets d'annonce à leur effectivité véritable et immédiate. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Le journal magazine de ce samedi se referme, un journal largement consacré à la rentrée scolaire. Merci à tous de nous avoir suivis.